Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ils ont officiellement pris fonction ce lundi 4 décembre. Les ministres du nouveau gouvernement du président Emmerson Mnangagwa au Zimbabwe. Au nombre de 22, ces ministres sont la plupart des membres de l'ancien régime. En Centrafrique, les députés ont approuvé sans amendement le budget 2018 établi à 209 milliards de francs CFA. Ce budget est en baisse de 161 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année 2017. En plus de sa position géostratégique sur l'une des principales routes du commerce maritime mondial, Djibouti veut développer son tourisme à travers la foire internationale qui s'est tenue ces 3 et 4 décembre. Les autorités ambitionnent de rendre attractif le tourisme. Mais tout d'abord, cette mise en garde du roi Mohammed VI au président Donald Trump contre un transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Au nom des 57 pays arabes et musulmans, le souverain a adressé une lettre au président américain exprimant sa préoccupation. La nouvelle équipe gouvernementale a officiellement pris fonction au Zimbabwe après leur nomination. Les nouveaux ministres ont prêté serment ce lundi 4 décembre, conformément aux dispositions légales en vigueur. Au Zimbabwe, en crise depuis plusieurs années, plusieurs défis attendent cette équipe dont la plupart est issue de l'ancien régime du président Robert Mugabe. Aïssatou Diamanka Besland. Au Zimbabwe, après la nomination du gouvernement, les nouveaux ministres du président Emmerson Mnangagwa ont prêté serment ce lundi 4 novembre 2017. Un acte qui ponctue désormais leur entrée en fonction officielle. Au total, ils sont au nombre de 22 ministres, dont la plupart étaient des membres du régime de l'ancien président Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa, investi président de la République le 24 novembre 2017, s'apprête à diriger le pays, l'ancien grenier à blé de l'Afrique. Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe par la présente, vous invite tous à prêter serment conformément à la loi. Le président Emmerson Mnangagwa espère que le nouveau gouvernement va pouvoir enfin se mettre au travail et relever les nombreux défis, notamment celui de l'économie du pays, un pays qui a aujourd'hui besoin de se repositionner sur la scène africaine et internationale. En Guinée, la date des élections communales est désormais connue. Ce scrutin tant attendu est fixé au 4 février 2018. L'échéance électorale concerne les circonscriptions dans les communes urbaines et rurales et dans tous les villages du pays. Environ 6 millions d'électeurs vont élire leurs représentants chargés de la décentralisation pour le développement communautaire. Rappelons que depuis plus de 10 ans, la Guinée n'a pas connu l'organisation des élections communales. Une nouvelle étape a été franchie concernant la loi électorale en République démocratique du Congo. Elle a été votée ce lundi 4 décembre par le Parlement, mais sans l'opposition. Cette dernière dénonce l'absence d'un consensus pour cette consultation qui sera soumise au Sénat pour approbation. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La loi électorale en République démocratique du Congo a été votée ce lundi 4 décembre 2017 à la Chambre basse du Parlement. Sur 500 députés qui composent le Parlement congolais, 284 députés ont voté pour, contre 2 voix et 1 abstention. Cette loi, qui a été votée sans les députés de l'opposition, modifie celle de 2011 et introduit plusieurs innovations. Les députés de l'opposition ont boycotté la séance malgré de nombreuses tentatives de rapprochement des vues initiées par le président de l'Assemblée nationale. Si les choses ne sont pas bien définies, nous sommes en train de planter le décor des contestations. Alors que nous sommes en train de crier à la longueur de la journée les élections apaisées. Mais à lire seulement cette loi, je vous donne un exemple. Pour un candidat indépendant, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît et garantit que X, Y peut être candidat indépendant. Mais la loi électorale vient affaiblir les garanties constitutionnelles. La loi électorale votée ce lundi par les députés de la majorité présidentielle et alliés sera soumise au Sénat pour approbation. Une majorité simple est requise pour être approuvée. Une fois approuvée, cette loi sera soumise au chef de l'État pour promulgation. Il devra le faire au plus tard le 15 décembre 2017. Nous sommes en train de revivre pratiquement
ce qui s'est passé il y a 2 ans pratiquement au niveau du Parlement quand il fallait engager les débats sur la loi électorale dont l'innovation portait sur le recensement comme préalable. Rappelez-vous, il y a eu de morts. Rappelez-vous, c'est le Sénat qui a sauvé la situation et qui a retiré, élagué cette disposition qui créait des problèmes. L'opposition qui a milité sans succès pour le rejet de cette loi espère obtenir gain de cause au niveau de la Chambre haute. Une hypothèse peu probable quand on sait que le Sénat est dominé par les sénateurs, membres de la famille politique du chef de l'État. Si le Sénat approuve cette loi, il restera à l'opposition une seule alternative, celle de la rue, pensent les observateurs de la scène politique congolaise. Autre vote, cette fois-ci en Centrafrique, avec une écrasante majorité. Les députés ont approuvé sans amendement le budget 2018 établi à 209 milliards de francs CFA. Ce budget est en baisse de 161 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année 2017. Axé sur la vision de la politique générale du gouvernement. À cet effet, Martin Ziguélé, président de la commission économie, finances et plans, appelle les autorités à lutter efficacement contre la corruption qui menace les secteurs clés de l'économie. On l'écoute. 70% des importations qui entrent en République centrafricaine sont soumises à des exonérations de tous impôts et taxes. Parce que nous avons signé des conventions dans le cadre de la Charte des investissements, dans le cadre des accords de siège avec les ONG, les organisations internationales, et nous ne percevons rien sur 70% de nos importations. Et comme les exportations de la RCA sont faibles, on n'exporte plus de coton, plus de café, plus de poivre, etc., qu'il ne nous reste que le diamant et l'or que nous exportons très faiblement parce que la fraude a gangréné ce secteur, et il ne nous reste que le bois en matière d'exportation. Et lorsque vous prenez les ressources d'exportation du bois et de l'or, c'est ridicule par rapport à la masse des besoins du budget, ou même par rapport aux ressources du budget. Et donc, toute la fiscalité, c'est-à-dire tout le budget de notre pays est assis sur 30% des importations. Malgré les fraudes, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, c'est sur ces 30% qu'on a pu tirer le montant du budget en ressources que nous avons ici. Il y a 4 ans, ce mardi 5 décembre, que le président Nelson Mandela est décédé. Pour ce 4e anniversaire, un rapport de la médiatrice de la République sud-africaine vient ternir l'événement. Dans son rapport de 300 pages publié ce lundi, le gouvernement de la province du Cap-Oriental aurait détourné 18 millions d'euros des fonds publics lors des funérailles de l'ancien président en 2013. Afin d'élucider cette affaire, la médiatrice demande une enquête rapide du ministère sud-africain des Finances. En marge de la célébration du 110e anniversaire de la création de la Chambre de commerce de Djibouti, le pays a abrité ces 3 et 4 décembre la Foire internationale de Djibouti. Ce rendez-vous qui réunit des entrepreneurs, notamment du secteur privé, a pour objectif de dégager les voies et moyens de rendre attractif ce pays situé dans la corne de l'Afrique. Reportage de notre envoyé spécial Wandiam Valentin Compaoré, commenté par Siamlo Victoria Seltier. Djibouti veut booster son secteur touristique, un secteur qui représente 1,5% du produit intérieur brut. Et pour porter cette part à 3% à l'horizon 2022, les autorités ont organisé, en marge du forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, une rencontre B2B avec son voisin, l'Éthiopie. Objectif, mutualiser les politiques touristiques de ces deux pays afin d'attirer plus de visiteurs. Le lac Assal, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. C'est une banquise de sel qui se trouve à moins de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons le lac Abiy, nous avons les requins-baleines. On fait partie des rares pays au monde où le requin-baleine passe à côté de la côte. Et nous avons une culture diversifiée, nous avons un peuple accueillant. Telles sont les richesses que nous avons à offrir. Djibouti reçoit environ 100 000 visiteurs par an avec une hausse de 36% d'arrivée de touristes internationaux. Quant à son voisin l'Éthiopie qui regorge d'énormes potentialités touristiques, dont plus d'une dizaine inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pays mise sur ses sites historiques
très attractif pour stimuler son économie. L'Éthiopie est l'unique pays africain à avoir 12 sites enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons Aksum au nord du pays ou encore l'église monolithique construite au IIe siècle à la Libla. Nous avons beaucoup de très beaux sites en somme. On rappelle la Chambre de commerce de Djibouti, organisatrice du forum et de la foire, célèbre ses 110 ans d'existence. Elle enregistre à ce jour environ 3200 entrepreneurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.